Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée au choc septique, un défi majeur pour les médecins urgentistes. Les critères de définition ont évolué au fil du temps, passant des critères de Sears larges à la définition sepsis 3 mettant l'accent sur la dysfonction d'organes. Malgré les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, la mortalité liée au sepsis reste encore élevée. La réanimation initiale du choc septique reporte sur des principes physiopathologiques dont la réanimation du volume sanguin et l'utilisation prudente des vasopresseurs. Le score QSOFA ou QSOFA est moins performant que les critères SIRS pour détecter précocement le sepsis, en particulier aux urgences. Le score SOFA reste le meilleur outil de stratification des risques en unité de soins intensifs. Le choc septique grave et le sepsis pédiatrique posent des défis particuliers, avec une mortalité plus élevée dans les pays pauvres. Le choc septique, c'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1991 avec les définitions officielles du sepsis 1. À l'époque, on définissait le sepsis comme un syndrome de réponse inflammatoire systémique connu pour SIRS, causé par une infection. En 2001, la définition a été mise à jour avec le sepsis 2, introduisant le terme de sepsis grave pour décrire le sepsis accompagné d'une dysfonction d'organes évaluée par le score SOFA. En 2016, de nouvelles définitions sont venues bouleverser la donne avec le sepsis 3. Désormais, le sepsis est défini comme une dysfonction d'organes potentiellement mortelle, résultant d'une réponse inadaptée de l'organisme face à une infection. Pour le diagnostiquer, on regarde si le score SOFA augmente d'au moins 2 points. Au passage, le terme sepsis grave a été abandonné. Maintenant, allons parler du choc septique. C'est en fait une forme particulière de sepsis avec des anomalies circulatoires, cellulaires et métaboliques graves, qui entraînent une augmentation significative du taux de mortalité. Maintenant, passons aux manifestations cliniques du sepsis. Il se caractérise par des signes d'infection associés à une dysfonction aiguë des organes. Les symptômes peuvent toucher plusieurs systèmes du corps en raison de la libération des médiateurs inflammatoires. On peut observer des symptômes cardiovasculaires tels que l'hypotension et la dépression myocardique, ainsi que des manifestations pulmonaires comme l'œdème pulmonaire et le syndrome de détresse respiratoire aiguë dans certains cas. Le rein peut également être touché, entraînant une insuffisance rénale aiguë dans une proportion importante de patients. D'autres signes peuvent inclure des anomalies hématologiques telles que l'anémie, la leucocytose, la thrombocytopénie et la coagulopathie. Le foie peut aussi être affecté, mais cela reste rare. L'hyperglycémie est fréquente en raison du stress et de l'action des cytokines. Une autre manifestation courante est l'encéphalopathie septique qui se traduit par des altérations de l'état mental. Pour établir le diagnostic, des examens biologiques sont nécessaires, tels que la mesure du lactate, des tests rénaux et une numération de la formule sanguine. Cependant, les critères SIRS, comme la fièvre, la tachycardie, etc., ont une faible spécificité et sensibilité pour identifier le sepsis. Le score SOFA est utile pour évaluer la dysfonction des organes, mais il est complexe à calculer. Quant au score QSOFA, basé sur des paramètres simples, il permet d'identifier les patients à risque élevé de mortalité, mais son utilité en tant qu'outil de diagnostic du sepsis fait encore débat. Passons maintenant à la physiopathologie du choc septique. Le choc septique est caractérisé par des altérations hémodynamiques au niveau de la macrocirculation ainsi que de la microcirculation, ce qui crée un déséquilibre entre la demande et la délivrance d'oxygène. Tout d'abord au niveau de la macrocirculation. On observe une baisse du tonus vasculaire, une dilatation veineuse et artérielle importante, ainsi qu'une diminution du volume sanguin.
Tout cela va entraîner une chute de la pression artérielle, une réduction du volume sanguin sous tension et une altération de la distribution de l'oxygène dans les tissus. Environ 60% des patients septiques présentent également une altération de la contractilité ventriculaire, associée à une cardiomyopathie septique, caractérisée par des problèmes au niveau des cellules endothéliales et mitochondriales. Au niveau de la microcirculation, le choc septique entraîne une augmentation de l'extraction d'oxygène, mais au-delà d'un certain seuil, cette extraction ne peut plus augmenter, ce qui conduit à une réduction de la saturation centrale en oxygène. Le choc septique est causé par une réponse immunitaire dysrégulée à une infection, impliquant des médiateurs cellulaires pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, tels que le facteur de nécrose tumorale alpha et les cytokines. Lorsque des médiateurs pro-inflammatoires sont libérés, cela entraîne des lésions endothéliales et la libération de monoxyde d'azote, ce qui va provoquer une vasodilatation excessive et une hypoperfusion. On peut inverser cette vasodilatation pathologique en utilisant des inhibiteurs de la synthèse de l'oxyde nitrique. Les médiateurs favorisent l'adhésion des neutrophiles aux cellules endothéliales, activent les cascades de complément et de coagulation et peuvent entraîner la formation de microthrombus. Le sepsis perturbe la distribution du flux sanguin systémique vers les organes en provoquant une vasodilatation et des perturbations au niveau de la microcirculation. La dysfonction mitochondriale, l'hypoxie tissulaire et l'apoptose jouent également un rôle dans les problèmes d'organes induits par le sepsis. Certains facteurs de risque de développer un sepsis comprennent un âge avancé ou jeune, des maladies immunosuppressives, le diabète, le cancer, les cathéters indoélines et d'autres conditions qui altèrent l'intégrité de la peau. Maintenant, abordons un autre aspect important du choc septique, les biomarqueurs. Les biomarqueurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic précoce, l'identification des patients à risque et le suivi de l'évolution du choc septique. Ils nous aident à guider la réanimation et à personnaliser la prise en charge des patients. Par exemple, la procalcitonine est un biomarqueur utile pour détecter précocement les infections bactériennes et pour ajuster ou arrêter les antibiotiques, ce qui réduit la durée d'exposition à ces médicaments. Il existe également des biomarqueurs tels que le galactomannan et le bêta-D-glucane qui sont utilisés pour détecter les infections fongiques, en particulier celles causées par Aspergillus. D'autres biomarqueurs, tels que les cytokines et les protéines de l'inflammation, sont encore en cours d'étude pour évaluer leur utilité. En combinant plusieurs biomarqueurs, on pourrait améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic. Cependant, il est important de souligner que les décisions thérapeutiques doivent toujours être basées sur une évaluation clinique approfondie. Les biomarqueurs ne sont qu'un complément à cette évaluation. En parlant de marqueurs inflammatoires, ils sont utilisés pour le diagnostic, l'évaluation du risque et le suivi de la réponse au traitement antibiotique dans le sepsis. La protéine C-réactive, ou CRP, est l'un des biomarqueurs les plus couramment utilisés en pédiatrie, notamment pour suivre l'évolution des patients septiques. Une baisse de 60% de la PCR au CRP au 4e jour est associée à un bon pronostic, tandis que des valeurs proches des valeurs initiales indiquent une mauvaise réponse au traitement. La ferritine sérique, en tant que protéine de phase aiguë, peut également être utilisée comme marqueur pronostic dans le sepsis pédiatrique pour estimer la mortalité ou les résultats défavorables. La procalcitonine présente une meilleure capacité diagnostique pour le sepsis bactérien en pédiatrie par rapport à la CRP et à la ferritine. Des valeurs inférieures à 0,5 nanogrammes par millilitre suggèrent une inflammation non infectieuse, tandis que des valeurs supérieures à 2 nanogrammes par millilitre indiquent un sepsis bactérien. En plus du diagnostic,
La procalcitonine peut également être utilisée pour suivre l'évolution de la maladie. Cependant, il est important de noter que le coût élevé de ce biomarqueur limite sa diffusion en pédiatrie. Lorsqu'il s'agit de prendre en charge le choc septique, il est essentiel d'agir rapidement et de détecter les signes de sepsis dès que possible. La première étape consiste à identifier la source de l'infection et à administrer des antibiotiques à large spectre. Ensuite, une réanimation fluidique agressive est cruciale pour rétablir la perfusion tissulaire. On recommande une perfusion initiale de cristalloïdes d'environ 20 à 30 ml par kilo. La norépinéphrine est le vasopresseur de choix et si la perfusion tissulaire reste altérée malgré la réanimation par les fluides, la dobutamine peut être utilisée comme agent inotrope. Les stéroïdes n'ont pas prouvé de bénéfice en termes de mortalité. Le dépistage précoce et le traitement rapide sont essentiels dans la prise en charge du choc septique. Cela comprend des cultures, des examens d'imagerie et la mesure de la procalcitonine. Le score QSOFA et la lactatémie peuvent aider à identifier les patients à risque élevé. Il est également crucial de contrôler rapidement la source de l'infection. Une surveillance étroite de la réanimation et des ajustements en fonction de la réponse du patient sont importants. Pour les patients pédiatriques, une alerte précoce, un diagnostic rapide et une réanimation agressive sont cruciaux. Une ventilation adéquate et un remplissage vasculaire agressif sont nécessaires. Les pratiques actuelles de réanimation du choc septique suivent les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign ou SSC. Le maintien de la perfusion des organes et l'observation des signes cliniques et hémodynamiques sont les objectifs dans le choc septique. Un monitorage multimodal peut être utilisé pour orienter les décisions thérapeutiques. Passons maintenant à la réanimation liquide, qui est une étape cruciale dans la prise en charge du choc septique. On recommande l'utilisation de solutions cristalloïdes équilibrées, telles que le sérum physiologique ou la solution de Ringer lactate, pour la perfusion initiale. Les patients en choc septique ont besoin d'une perfusion de 20 ml par kilo de sérum physiologique en 10 à 20 minutes et jusqu'à 60 ml par kilo en plus dans la première heure. Des médicaments vasoactifs peuvent être nécessaires pendant la réanimation liquide. La prise en charge de l'hypotension liée à la septicémie débutée par la réhydratation est suivie éventuellement d'albumine si nécessaire. Il est important de prédire la réactivité au liquide chez les patients en état de choc septique. Les tests de levée passif des jambes sont largement acceptés à cet égard. Une approche de réanimation restrictive doit être adoptée pour éviter les effets indésirables tels que l'accumulation de liquide. La clairance de lactate est un objectif de réanimation associé à une baisse de la mortalité. On continue notre exploration du choc septique sur les vasopresseurs et les traitements inotropes. Dans les traitements du choc septique, les vasopresseurs jouent un rôle essentiel. La noradrénaline est le vasopresseur le plus couramment utilisé et recommandé en première intention pour atteindre une pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure et une augmentation du débit cardiaque. La norépinéphrine augmente la pression artérielle en augmentant l'inotropie, la vasoconstriction veineuse et la vasoconstriction artériolaire. Si l'hypotension persiste malgré cela, l'ajout d'un deuxième vasopresseur comme la vasopressine ou l'épinéphrine est recommandé. L'épinéphrine est un agent inotrope et vasoconstricteur combiné. La dobutamine est recommandée en première intention pour traiter la cardiomyopathie associée au choc septique. La dobutamine est un puissant inotrope qui stimule directement les récepteurs bêta-1 et alpha-1, augmentant ainsi la contractilité cardiaque sans affecter la résistance vasculaire systémique. Par conséquent, la dopamine peut entraîner des arythmies cardiaques ou une ischémie myocardique.
Un test de dobutamine peut être utilisé pour sélectionner les patients susceptibles de bénéficier de ce traitement. La dopamine n'est pas aussi recommandée en tant que vasopresseur ou agent rénal protecteur. Il est important de surveiller la réponse aux vasopresseurs et inotropes en utilisant des indices de perfusion tissulaire. D'autres vasopresseurs tels que l'angiotensine 2 et le bleu de méthylène sont en cours d'étude, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer leur utilisation clinique. Si, malgré l'utilisation ciblée d'agents inotropes, vasopresseurs et vasodilatateurs, le choc persiste, on parle alors de choc réfractaire. L'échographie est essentielle pour diagnostiquer les complications qui peuvent expliquer ce choc réfractaire et la vasopressine, les corticoïdes et les vitamines peuvent être bénéfiques dans certains cas. Dans les situations les plus graves, l'AVA, ECMO ou oxygénation par membrane extracorporelle peut être envisagée comme traitement de sauvetage. L'utilisation de vasopressine à faible dose peut être envisagée. Les doses de chaque vasopresseur doivent être adaptées en fonction de la réponse hémodynamique et des effets indésirables. L'initiation précoce et agressive des vasopresseurs est associée à une réduction de la mortalité, mais l'utilisation de doses élevées peut augmenter les risques et la mortalité. L'angiotensine 2 a également montré une réponse hémodynamique plus marquée chez les patients avec une dose de vasopresseur plus faible et une lactatémie plus basse. Les biomarqueurs tels que la vasopressine et l'arénine peuvent aider à guider le traitement. Il est important de trouver un équilibre entre les avantages et les risques de chaque vasopresseur en se basant sur des marqueurs cliniques et biologiques afin d'optimiser le traitement du choc septique. De nouvelles options thérapeutiques comme la célépressine sont en cours de développement pour améliorer la prise en charge. On continue notre exploration du choc septique avec deux sujets très importants, les corticoïdes et la thérapie antimicrobienne. Commençons d'abord par les corticoïdes. Ces médicaments sont utilisés depuis longtemps pour réguler la réponse inflammatoire dans le sepsis et compenser l'insuffisance surrénale relative. Cependant, leur effet sur les résultats cliniques et la survie reste un sujet de débat. Les données actuelles ne recommandent pas leur utilisation systématique chez les patients en choc septique résistant aux catécholamines, sauf en cas de nécessité de doses élevées de vasopresseurs. Il est important de noter que les corticoïdes peuvent entraîner des effets indésirables tels que l'hyperglycémie, l'hypernatrémie, l'assainissement et la suppression de la réponse immunitaire adaptative des cellules. Si les corticoïdes sont utilisés dans le choc septique, la dose recommandée est l'hydrocortisone à 200 mg par jour en intraveineux pendant 5 à 7 jours. Les études suggèrent que les patients les plus sévères semblent bénéficier davantage des corticoïdes. Les patients avec un choc septique persistant malgré une réanimation adéquate peuvent bénéficier d'une perfusion d'hydrocortisone et ce, dès 4 heures après l'initiation des vasopresseurs. Elle doit être initiée après le dosage du cortisol de base. Une initiation précoce dans les 24 heures suivant le choc semble associer à une meilleure réversibilité du choc et une réduction de la mortalité. De grands essais randomisés récents, Adrenal et Approach, ont montré que les corticoïdes à faible dose permettaient un rétablissement plus précoce du choc et une diminution de la durée en soins intensifs, sans réduction significative de la mortalité. Ces résultats pourraient influencer les recommandations en faveur d'un rôle renforcé des corticoïdes dans le choc septique. Cependant, des recherches futures sont nécessaires pour déterminer le moment optimal d'initiation des corticoïdes après le début du choc et pour comparer différentes durées de traitement. Passons maintenant à la thérapie antimicrobienne, un élément clé dans le traitement du sepsis et du choc septique. Les antibiotiques intraveineux doivent être administrés le plus tôt possible après le diagnostic,
en respectant les cultures microbiologiques appropriées, car les retards dans l'administration des antibiotiques sont associés à une augmentation de la mortalité. Il est crucial de prélever 2 jeux de culture sanguine, aérobie et anaérobie. Un traitement empirique à large spectre est recommandé en utilisant une combinaison d'antibiotiques pour couvrir les pathogènes les plus fréquemment rencontrés dans les infections associées aux soins de santé, en particulier les pathogènes gram-négatifs. Certains auteurs ont rapporté que l'association d'antibiotiques ne semble pas améliorer les résultats chez les patients en bonne santé. Une fois que le pathogène a été identifié et les sensibilités aux antibiotiques ont été déterminées, le traitement doit être adapté et ciblé. Les antifongiques doivent être envisagés chez les patients présentant un risque d'infection fongique. La durée maximale de l'antibiothérapie est de 7 jours pour les patients dont l'évolution est favorable sans agent étiologique défini. Le choix de l'antibiotique doit être adapté à l'épidémiologie locale, au site d'infection et aux résultats des cultures. Une monothérapie par une céphalosporine de 3e génération est souvent prescrite en début de traitement. Une stratégie rigoureuse d'optimisation des antibiotiques est nécessaire pour équilibrer une approche initiale à large spectre, et les antibiotiques doivent être arrêtés immédiatement si l'évolution clinique ne suggère pas une véritable infection. L'optimisation des antibiotiques doit être discutée quotidiennement lors des transmissions. Pour la ventilation mécanique invasive et l'ECMO, extracorporelle en pédiatrie, ces approches peuvent être utilisées pour stabiliser les patients en choc septique. Une alternative intéressante est l'administration de vasopresseurs par cathéter veineux périphérique lorsque les cathéters veineux centraux ne sont pas encore en place. Cela peut éviter d'avoir à recourir aux cathéters veineux centraux qui ne sont plus considérés comme nécessaires dans tous les cas. Certains médicaments, tels que le lévosimendan, peuvent augmenter la contractilité cardiaque tout en préservant la relaxation diastolique. D'autres agents, tels que la nésiritide, ont des effets vasodilatateurs, mais leur impact sur la mortalité reste incertain. Il existe également d'autres médicaments prometteurs, mais leur efficacité doit encore être prouvée. Malheureusement, malgré de nombreuses recherches, aucune stratégie anti-inflammatoire ou de stimulation immunitaire n'a encore démontré son efficacité dans le traitement du sepsis. Cependant, l'épuration extrarénale peut être indiquée dans les cas d'insuffisance rénale aiguë liée au choc septique. Son utilité précoce pour limiter les lésions d'organes reste encore à prouver. Passons maintenant à la surveillance et à l'évolution du choc septique. Une surveillance régulière est cruciale pour la prise en charge des patients. Des examens physiques de base tels que la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la diurèse, la pression artérielle et la pression veineuse centrale permettent de reconnaître les signes de choc septique et d'initier les mesures appropriées. L'utilisation de vasopresseurs nécessite une surveillance de la pression artérielle invasive, mais il ne faut pas retarder leur administration en attendant la mise en place de cathéters artériels ou veineux centraux. Il est recommandé de surveiller en continu les débits cardiaques pour évaluer les réponses à la précharge et aux défis hydriques. Des méthodes non invasives comme l'analyse du contour de l'onde de pouls artérielle et l'échocardiographie peuvent être utilisées à cette fin. L'évaluation de la perfusion périphérique par le biais du temps de remplissage capillaire est également importante. La normalisation du lactate sanguin est un objectif clé de la réanimation du choc septique. Des stratégies ciblées sur le temps de remplissage capillaire ont montré une réduction de la mortalité chez les patients en état de choc septique. Il est essentiel de noter que les survivants du choc septique peuvent présenter des séquelles à long terme et nécessiter une utilisation accrue des ressources de santé. Certains facteurs de risque de morbidité à long terme incluent l'état de santé préexistant, la sévérité et la durée du sepsis aigu,
ainsi que les facteurs liés au traitement. Une prise en charge optimale après la sortie de l'unité de soins intensifs et de l'hôpital est encore à déterminer, mais la mobilisation précoce et la réduction de la sédation sont des stratégies potentiellement bénéfiques. Avant de terminer, en ce qui concerne les perspectives futures, l'évaluation de la perfusion périphérique et de la microcirculation cutanée émerge comme un domaine d'intérêt pour la réanimation du choc septique. Des recherches sont également en cours pour identifier les facteurs génétiques influençant la susceptibilité au sepsis et la réponse au traitement. Des biomarqueurs spécifiques du sepsis et des outils moléculaires sont en développement pour améliorer le pronostic et guider le traitement. Cependant, ces avancées n'ont pas encore conduit à des bénéfices cliniques tangibles. En conclusion, le choc septique est une condition grave qui nécessite une intervention rapide. La prise en charge comprend une antibiothérapie à large spectre, une réanimation liquidine guidée et le soutien de la pression artérielle moyenne avec des vasopresseurs. Les thérapies adjuvantes et les stratégies de surveillance évoluent constamment, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affiner ces approches. La septicémie représente un défi croissant en matière de santé publique et des mesures doivent être prises à tous les niveaux du système de santé pour réduire la mortalité et les capacités associées à cette condition. Je vous remercie de votre attention